ici, la voix de l'Amérique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition du Monde aujourd'hui. On commence par les titres. Scène de liesse à Khartoum, un accord a été trouvé entre les généraux au pouvoir et les chefs de la contestation. Les deux partis acceptent un partage du pouvoir pour une période de 3 ans prolongeable. Le niqab interdit dans les administrations et les institutions publiques en Tunisie pour des raisons sécuritaires. Une décision du chef du gouvernement qui relance le débat sur cette épineuse question. Retour ce soir sur la fête de l'indépendance ici aux États-Unis. L'événement a attiré de nombreux partisans de Donald Trump, mais aussi des manifestants. Voilà pour les titres. Nous partons tout d'abord à Niamey où les travaux du sommet de l'Union africaine sur la zone de libre-échange continentale africaine se poursuivent. Les membres de l'institution sont réunis afin de lancer officiellement un accord de libre-échange qualifié d'historique. Blanche Sanou nous en dit plus sur cette deuxième journée. Le projet ambitionne de créer un vaste marché commun entre 55 pays du continent. Les travaux se poursuivent donc sans relâche. L'entrée en vigueur de cette nouvelle communauté économique jusqu'à présent théorique. Il faudra des années avant que les droits de douane entre pays d'Afrique soient supprimés. Mais cela n'empêche pas l'enthousiasme des organisateurs. Il s'agit là d'une remarquable réalisation qu'on peut même qualifier d'historique, dans laquelle se sont investis, dans un inégalable dévouement, la Commission de l'Union africaine, les ministres du Commerce, les communautés économiques régionales, nos partenaires traditionnels et une batterie d'experts mis à la disposition par les États membres. Une fois les droits de douane sur le commerce entre pays africains éliminés, la ZLEC pourra accroître les échanges de 60% d'ici à 2022. En effet, la ZLECAf ambitionne d'intensifier les échanges commerciaux sur l'ensemble du continent et de constituer à terme un marché continental intégré. Près de 50 chefs d'État et de gouvernement sont attendus ce week-end dans la capitale nigérienne, placée sous haute surveillance. Après des années de refus catégoriques de faire partie de cette zone, le Nigeria sera de la partie. Selon l'Union africaine, toutes les conditions sont réunies pour réaliser ce projet phare de l'organisation panafricaine. Un nouveau souffle d'espoir a envahi les rues de Khartoum. Ce vendredi, un accord a été conclu entre le pouvoir et la contestation sur une instance de transition. Il s'agit d'un premier signe de sortie de crise après des mois de tensions au Soudan depuis la destitution du président Omar el-Béchir le 11 avril. Les précisions avec Irénée Herman Umbo. Cris de joie, chants et danses, Khartoum était en effervescence. Ils étaient nombreux à descendre dans les rues de la capitale pour exprimer leur satisfaction suite à l'aboutissement des négociations entre la contestation et le conseil militaire. Aujourd'hui marque le début de l'histoire du Soudan. C'est aujourd'hui que notre lutte a vraiment commencé. Mon souhait est que la prochaine étape vienne donner un sens au combat du peuple que porte l'Alliance pour la liberté et le changement. Le seul mouvement qui soit pour le peuple. Après 2 nuits de négociations, le conseil militaire au pouvoir depuis la destitution du président Omar el-Béchir et les meneurs du mouvement de protestation se sont accordés sur le principe d'une présidence alternée à la tête de la future instance appelée à diriger la transition pendant 3 ans. Nous tenons à préciser à tous les partis politiques, tous les mouvements et tous les jeunes, y compris des femmes ayant participé à la révolution, que cet accord sera un accord général et inclusif qui prend en compte tout le monde. La tension s'était accrue avec la dispersion le 3 juin d'un sit-in devant le siège de l'armée à Khartoum, un drame qui a fait des dizaines de morts parmi les manifestants et provoqué un tollé international. Les deux parties ont promis de faire la lumière non seulement sur cet incident, mais aussi sur toutes les répressions sanglantes qui ont causé la mort de civils. L'accord final qui va être rédigé par un comité d'experts doit être prêt pour sa signature lundi prochain.
Si les Soudanais semblent avoir eu gain de cause, les Algériens, eux, sont toujours dans les rues pour la 20e semaine consécutive de manifestations contre le pouvoir. Une foule immense a ainsi défilé dans les rues d'Alger malgré la chaleur et un important dispositif policier. Les slogans ont à nouveau ciblé le général Ahmed Gaïd Salah, chef d'état-major de l'armée qui détient, selon la contestation et des observateurs, le pouvoir réel depuis la démission du président Abdelaziz Bouteflika le 2 avril. Des témoins ont rapporté une dizaine d'arrestations parmi les manifestants. On reste en Afrique du Nord, en Tunisie. Le chef du gouvernement, Youssef Chahed, a décidé d'interdire pour des raisons de sécurité l'accès aux administrations et institutions publiques à toute personne portant le niqab. C'est du moins ce qu'indique la présidence du gouvernement. Selon la même source, M. Chahed a signé une circulaire gouvernementale interdisant l'accès dans les locaux des administrations et les institutions publiques à toute personne ayant le visage caché. Ces décisions interviennent dans un climat sécuritaire tendu à la suite notamment d'un double attentat suicide perpétré jeudi dernier à Tunis, revendiqué par le groupe État islamique, un attentat qui a fait 2 morts et 7 blessés. Pour parler de cette actualité, retrouvons tout de suite Moustapha Tossa, analyste politique. Vous êtes à Paris. Bonsoir Moustapha. Bonsoir. Alors, vous vivez en France, un pays où la polémique autour de la burqa a plusieurs fois fait la une. Êtes-vous surpris par la décision du gouvernement tunisien? Mais avant de répondre à cette question, qu'est-ce que vous pouvez expliquer à nos téléspectateurs la différence entre la burqa et le niqab? Non, en fait, entre la burqa et le niqab, il n'y a pas beaucoup de différence puisque les deux morceaux de tissu couvrent l'ensemble du visage. Il faut faire la différence entre le niqab et le voile. Le voile couvre uniquement les cheveux de la femme, alors que le niqab couvre l'ensemble du visage. Donc si les autorités tunisiennes, en la personne du Premier ministre Youssef Chahed, a décidé de l'interdire dans l'espace des entreprises publiques, ce n'est pas par adhésion ou par conviction ou par une quelconque défense de la laïcité, comme ça peut être le cas en France, mais c'est beaucoup plus pour des questions pratiques de sécurité. Les services de sécurité tunisiens ont découvert que des terroristes peuvent se cacher en femmes, se déguiser en niqab ou en burqa et commettre leur attentat ou même passer entre les filets de la police. Donc pour des raisons purement de sécurité, la décision tunisienne a été prise. Alors, croyez-vous qu'une telle décision va permettre de limiter les attaques ? En tout cas, ça va autoriser ou donner les moyens à la police et aux citoyens tunisiens ordinaires de contrôler davantage la circulation des personnes qui ne peuvent plus se cacher le visage pour commettre leurs méfaits. Alors on parle maintenant, parce qu'il faut relativiser la décision, et c'est interdit uniquement dans les entreprises publiques. Ce n'est pas interdit dans la rue tunisienne. Pour cela, il va falloir voter une loi au Parlement, ce qui n'est pas encore fait. Mais je répète encore une fois, c'est uniquement pour des besoins de sécurité pure et non pas pour une quelconque posture religieuse défendant la laïcité à la tunisienne, par exemple. Voilà. Il ne faut pas confondre l'exemple français et l'exemple tunisien. Il ne faut pas, parce que ce sont deux expériences et deux approches totalement différentes. Alors, très brièvement, donc, est-ce que la Tunisie a connu plusieurs bouleversements ces dernières décennies? C'est le berceau du printemps arabe. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur l'islam en Tunisie en ce moment, en quelques secondes? Alors, l'expérience tunisienne est une expérience assez amère puisqu'on s'est rendu compte que la Tunisie est un des grands pays fournisseurs en termes de terroristes pour Daesh et pour Al-Qaïda. Et ces terroristes vont revenir en Tunisie et commettre leurs actes. Et donc, c'est un danger pour la Tunisie. Moustapha Tossa, je vous remercie d'avoir été avec nous. Allons en Côte d'Ivoire. Le gouvernement a adopté cette semaine un projet de loi pour la mise en place d'une nouvelle commission électorale indépendante en vue de la présidentielle de 2020, un texte dont les travaux préparatifs ont été boycottés par une partie de l'opposition et de la société civile. En RDC, en République démocratique du Congo, la barre des 1600 décès dus à l'épidémie Ebola a été franchie jeudi dans 2 provinces de l'Est du pays où le virus a fait une victime dans une nouvelle zone frontalière avec l'Ouganda et le Soudan du Sud. C'est ce qu'indique ce vendredi le ministère de la Santé. Un nouveau cas a été signalé lundi à Ariwara, une localité du nord de l'Ituri située à une dizaine de kilomètres de l'Ouganda.
La personne concernée, mère de 5 enfants contaminés, dont 2 sont décédés d'Ebola, avait fui Beni dans le nord Kivu en destination de l'Ituri voisin pour échapper aux équipes de riposte à l'épidémie. C'est ce qu'indiquent du moins les autorités sanitaires congolaises. On n'a pas fini de parler de la fête de l'indépendance des États-Unis qui a été célébrée différemment hier ici à Washington, D.C. Une fête marquée par un défilé militaire et un discours sur le patriotisme du président Donald Trump. Cet événement a attiré ses partisans, mais aussi des manifestants qui l'accusent de politiser un événement d'ordinaire apolitique et de gaspiller l'argent du contribuable. Voici le reportage de Patsy Widakwazura, correspondant de VOA à la Maison-Blanche. Le récit est d'Éric Manirakiza. Un défilé de l'armée américaine à l'occasion du 4 juillet, la fête de l'indépendance, une scène peu habituelle à Washington, et le président qui fait son salut à la mairie. Nous célébrons notre histoire à travers le peuple et les héros qui défendent fièrement notre drapeau, les courageux hommes et femmes de l'armée américaine. La fête du 4 juillet à Washington est traditionnellement apolitique, mais cette année, il y a eu des manifestations. On pouvait voir le ballon gonflable bébé Trump ou encore un robot Trump qui tweetant depuis des toilettes. Le président politise un événement apolitique, notamment en se plaçant au cœur de la cérémonie en faisant sortir des avions et des chars. C'est comme si c'était ses petits jouets pour son ego au détriment des contribuables. Je pense que Trump est un président très controversé. Il ne sait pas fondamentalement faire la différence entre le bien et le mal ou en être conscient. Des partisans de Trump sont d'un autre avis. Je pense qu'il fait tout ce qu'il doit faire pour célébrer le pays et soutenir son peuple. Les Américains ont oublié. Nous avons tous nos ennemis. Ils sortent et ils brandissent leur équipement militaire à l'occasion des grands événements. Ils racontent des histoires absurdes sur les États-Unis et prétendent pouvoir nous battre. Eh bien, si j'étais l'ennemi des États-Unis, je serais effrayé maintenant. Depuis que Trump a assisté à la célébration du 14 juillet en France pour la prise de la Bastille, il a voulu un défilé militaire. L'année passée, son plan a échoué sur fond de coups et de critiques de la militarisation, les mêmes préoccupations soulevées cette année. Notre force réside dans les citoyens. Notre force réside dans notre profond patriotisme pour ce pays. Notre force provient de la population et de la Constitution. Cela ne vient tout simplement pas de l'armée et je pense que cela crée une perception erronée de ce que les États-Unis sont réellement. La Maison-Blanche insiste sur le fait que l'accent est mis sur le patriotisme, pas sur la politique. L'administration n'a pas publié le montant de fonds publics dépensés pour la fête, des coûts estimés à des millions de dollars. Et sur une requête de Washington, une réunion extraordinaire de l'Agence internationale de l'énergie atomique se tiendra le 10 juillet pour faire le point sur les dérogations à l'accord nucléaire de 2015 annoncé par l'Iran. C'est ce qu'indique ce vendredi un porte-parole de l'agence onusienne. Le Conseil des gouverneurs de l'AIEA, dont le siège se trouve à Vienne, se réunira mercredi à 14h30. Selon ce porte-parole, les États-Unis avaient demandé cette séance spéciale alors que l'Iran a récemment franchi une limite imposée par l'accord de 2015 au stock de ses réserves d'uranium faiblement enrichi. L'Iran, qui a par ailleurs appelé Londres à relâcher un de ses pétroliers saisis à Gibraltar. Et puis, la haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a dénoncé ce vendredi l'érosion de l'état de droit au Venezuela, dénonçant par ailleurs une fois de plus les sanctions internationales qui aggravent la crise. Michelle Bachelet, qui s'est rendue au Venezuela du 19 au 21 juin, s'exprimait devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU au lendemain de la publication du rapport sur ce pays qui a dénoncé un document truffé d'erreurs. Le rapport indique que depuis 2018, près de 7000 personnes ont été tuées dans des cas relevant de la résistance à l'autorité, selon le gouvernement, au cours d'opérations de sécurité. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington.
Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, au sommaire. Promouvoir la culture sénégalaise dans le monde à travers la danse afro-pop, c'est la mission de l'Appel à la danse, un documentaire tourné à Dakar et qui immortalise les danseurs urbains. Et nous parlerons de Jumia, la plus grande plateforme de commerce électronique d'Afrique. Lancée en 2012 au Nigeria et introduite à la bourse de New York, l'entreprise vaut aujourd'hui plus d'1 milliard de dollars. Et puis en sport, on connaît le premier pays qualifié pour les quarts de finale de la CAN 2019. Juste un instant et Yacouba sera là pour les détails. Elle n'a encore ni la popularité ni la puissance financière de l'américaine Amazon. Mais Jumia, la plus grande plateforme de commerce électronique d'Afrique, a vu ses actions exploser après une introduction à la bourse de New York le vendredi 12 avril dernier. Fondée à Lagos, au Nigeria, en 2012 par deux entrepreneurs français, Sacha Poignonek et Jérémy Odara, Jumia est devenue la première licorne africaine avec une valeur de plus d'1 milliard de dollars. Blanche Sanou. Jumia, premier site de commerce électronique, vend des marchandises allant des vêtements aux appareils ménagers à travers l'Afrique. En 2018, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 130 millions d'euros, en forte hausse de 40% sur un an. Dans un communiqué récent, les responsables de la société ont déclaré avoir collecté 196 millions de dollars pour vendre 13 millions d'actions. Un pari réussi pour les investisseurs. Nous avons choisi New York parce que nous estimons que c'était un endroit où les investisseurs avaient le plus d'expérience et la meilleure compréhension des marchés, mais aussi des marchés émergents. Surnommé l'Amazon africain, le prochain défi de la plateforme, selon les fondateurs, sera d'atteindre la rentabilité 7 ans après sa création en 2012. Aujourd'hui, nous sommes présents dans 14 pays en Afrique. Ces 14 pays couvrent quasiment 700 millions d'habitants. Et nous avons plus de 6 000 collaborateurs qui travaillent chez Jumia, plus de 80 000 vendeurs qui ont vendu sur Jumia l'année dernière et plusieurs millions de clients qui utilisent Jumia pour les aider à accéder à ces produits et ces services. Mais en dépit d'importantes levées de fonds grâce à sa cotation à Wall Street, le groupe reste fortement déficitaire. Pour les dirigeants de Jumia, ils comptent investir leurs efforts dans la promotion du e-commerce auprès d'une clientèle qui n'y est pas habituée ou qui hésite à dépenser son argent sur le net. Du commerce électronique, passons à l'industrie charbonnière de Virginie occidentale, qui avait jadis joué un rôle majeur dans l'économie de l'État. Toutefois, à la fermeture des mines, les mineurs et beaucoup d'autres personnes touchées par les fermetures industrielles se sont retrouvés au chômage. Il est maintenant question pour eux de trouver d'autres sources supplémentaires de revenus. Certains ne manquent pas d'originalité. Julie Tabot de VOA s'est rendue dans la région méridionale de l'État. Son reportage est rendu ici par Raïssa Gionda. James Cypher est un improbable apiculteur. C'est incroyable de les voir construire ces rayons aussi vite et bien. Après avoir quitté l'armée, Cypher a travaillé dans la construction, puis comme mineur de charbon pendant 16 ans. Après la fermeture des mines, les emplois ont disparu. Il a échangé son casque de protection contre un voile d'apiculteur. Vous travaillez souvent sous terre, dans l'eau et l'obscurité. Et c'est parfois misérable. Ceci n'est pas misérable, c'est un travail agréable. Je paye une grande partie de mes factures accumulées au fil des années et je suis à même de faire des choses pour mes petits-fils et ma famille. Voici la reine. Tu vois comment elle est plus grosse? Il a trouvé cet emploi par l'intermédiaire du collectif apicole des Appalaches, une organisation à but non lucratif qui enseigne l'apiculture aux chômeurs et aux autres personnes en quête de revenus supplémentaires. À l'issue d'une formation gratuite de 5 semaines, les apiculteurs en herbe reçoivent des abeilles, des ruches et tout le matériel nécessaire pour commencer l'aventure. Marc Lilly est un instructeur du collectif.
Mon précédent emploi m'a permis de beaucoup voyager dans ces régions. Je les ai donc vus mourir à petit feu ces 30 dernières années. Vous pouvez voir que les gens sont maintenant désespérés. Donc, si nous pouvons apprendre à une famille à générer entre 3 à 5 000 $ de revenus supplémentaires, cela représente une amélioration considérable de votre mode de vie. Le collectif apicole des Appalaches envisage d'étendre son programme afin d'enrôler la prochaine génération d'apiculteurs. L'objectif étant d'aider la Virginie occidentale à se redévelopper grâce à un produit tiré de la nature. Et Yacouba Ouedraogo nous a rejoint. Yacouba, une autre surprise pour cette CAN 2019. Le Bénin est en quart de finale. Bonsoir John et bonsoir à tous et à toutes. Effectivement, l'aventure continue pour le Bénin. Les écureuils ont tenu jusqu'au bout dans leur premier match de 8e de finale en renversant les Lions de l'Atlas marocain au tir au but. Écureuils et Lions de l'Atlas étaient à égalité 1-1 à l'issue des prolongations. Les Béninois ont ouvert le score par Moïse Adileou à la 53e, puis les Marocains ont égalisé par Youssef El Nesri à la 75e. Hakim Ziyech a raté un pénalty dans le temps additionnel à la fin de la prolongation. Eh bien, le Bénin est sorti victorieux des tirs au but, 4 tirs réussis contre 1. Les Béninois filent donc en quart pour la première fois de leur histoire en n'ayant toujours pas gagné un match. Ils connaîtront leur adversaire des quarts à l'issue du deuxième 8e de finale en cours entre l'Ouganda et le Sénégal. C'est la pause et le score est de 1-0 pour les Lions de la Teranga. Un but inscrit par Sadio Mané à la 15e minute de jeu. Le week-end s'annonce intéressant avec de gros matchs en vue. Demain, ce sera l'affiche du premier tour à élimination directe Cameroun-Nigeria. Un classique entre deux voisins. Les fans des Lions indomptables chérissent le souvenir des finales de 1984, 88 et 2000 gagnées face aux Super Eagles, quand leurs adversaires ont en tête la victoire 4-0 lors des éliminatoires pour le Mondial 2018. Mission compliquée à 19h pour l'Afrique du Sud devant le pays hôte, l'Égypte. Dimanche, la surprenante équipe malgache tentera de poursuivre son rêve face à une RDC ressuscitée des cendres des 4 meilleurs troisièmes. Puis à 19h, la Guinée n'aura pas droit à l'erreur devant la magnifique formation algérienne. Et puis, je le disais, le premier choc de ces 8e opposera le Nigeria au Cameroun. C'est aussi la revanche de la finale de la CAN 2000 où les Lions indomptables avaient battu les Super Eagles 2-0. Bien évidemment, ce n'étaient pas les mêmes joueurs ni les mêmes coachs qui étaient en conférence de presse ce matin. Nous savons que maintenant, nous devons gagner ce match. Ça peut durer 120 minutes. Nous sommes prêts pour cela car je crois que la fraîcheur physique est très importante dans ce tournoi. Sur les dossiers, nous avons de bonnes nouvelles de Collins. Il peut maintenant jouer. Nous respectons le Nigeria parce que le Nigeria peut faire mieux que ce qu'il a montré. Le Nigeria a fait une bonne Coupe du Monde, je l'ai vu. Il a des bons joueurs, des individualités, une équipe qui sait qu'elle va faire face à une autre équipe aussi solide. Nous attendons donc un Nigeria plus fort, le meilleur Nigeria. C'est dans cet esprit que nous allons aborder le match. Les joueurs ont besoin du soutien de leurs supporters pour les pousser à la victoire. Immersion dans la tanière des supporters indomptables camerounais, c'est sans commentaire. Alors John, vous pouvez fredonner. Je ne vais pas le faire à l'antenne. Alors donc avant de vous dire au revoir, je vais juste rappeler que le deuxième match de 8e de finale a lieu présentement entre le Sénégal et l'Ouganda et que le score est de 1-0 pour les Sénégalais. Imaginez donc la joie à Dakar. On suivra tout cela avec vous, Yacouba. Du rythme pour clore ce journal. L'afro-pop est une danse urbaine inspirée des rythmes traditionnels africains. Son originalité fait l'objet d'un film documentaire intitulé L'appel à la danse qui vise à promouvoir ce style de danse à travers le monde. Plus de détails avec Thierry Kaoré. Sur cette petite ruelle de Dakar, Amadou Lamine Sow, qui a commencé sa carrière de danse de hip-hop en 2011, se livre à une danse afro-pop, un style qui fait fureur en ce moment sur le continent et ailleurs. La danse afro-pop, c'est l'enracinement plus ouverture. Quand on parle d'enracinement, c'est d'aller vraiment dans la danse traditionnelle qui est pure à nous,
et aller s'ouvrir au monde, aux autres styles de danse qui est partout, comme le hip-hop, la capoeira, la salsa, les autres danses du monde. Et pour s'ouvrir aux autres danses du monde, Amadou Lamine est l'une des vedettes d'un film documentaire, L'appel à la danse. Une série dont le premier numéro est déjà en tournée en Europe. À Dakar, les réalisateurs du film suivent attentivement les répétitions et préparent déjà le prochain numéro. Nous, ce qu'on a voulu montrer, c'est en fait quel est en fait ce moment précis où les êtres humains, les danseurs, les danseuses basculent dans un monde différent quand en fait ils peuvent pas résister au fait de se mettre en mouvement. L'afropop se danse partout à Dakar, dans les établissements scolaires, les célébrations et autres manifestations. Certains ne le voient plus seulement comme une danse. Et moi, c'est pour montrer qu'il y a ce changement qu'on peut faire, qu'à travers ma danse, en fait, je peux porter des messages aussi hauts qu'un politicien. Je peux démontrer des choses, je peux changer des mentalités, je peux gagner ma vie, je peux ramener de l'argent. Mais gagner sa vie dans la danse à Dakar n'est pas toujours évident. Et nous, souvent, en fait, c'est comme si on travaillait pour rien, en fait. On va travailler aussi dur qu'un danseur en Europe, mais on va être moins bien payé. En attendant, l'afropop se développe avec l'adhésion de la gente féminine et la relève semble être déjà assurée. Voilà, à présent, on vous invite à une compétition pas comme les autres dans le Torah en France, où les experts de la tonde des moutons se sont rassemblés jeudi pour l'ouverture de leur championnat du monde annuel. Un événement de 4 jours. Plus de 320 concurrents venus de 34 pays devraient se battre pour remporter des titres dans les domaines incluant notamment le traitement de la laine des moutons, dont 5000 étaient présents sur le site. L'endurance, la rapidité et la flexibilité sont considérées comme des compétences clés pour cette activité rurale emblématique, les tondeurs professionnels étant généralement payés par animal. Et vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington. C'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et à vous de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. Excellent week-end à toutes et à tous.